Merci à tous. Je vous propose qu'on ouvre la première table ronde et que je laisse tout de suite la parole à Juliette pour animer cette table ronde. Merci à nos intervenants. On est parti pour 45 minutes. 45 minutes, oui. De toute façon, nos estomacs vont nous rappeler à l'ordre. Vraiment, vous aurez trop faim. Alors, la table ronde. Comme j'ai dit tout à l'heure, là, quand j'ai parlé des actions MARA sur l'évaluation d'état de conservation des habitats, il y avait une des diapositives qui concernait l'évaluation de l'état de conservation des lagunes méditerranéennes. J'ai été très brève parce que c'est donc l'objet de cette table ronde de 45 minutes où, avec le panel des acteurs présents, on va un peu vous parler de la construction, de la co-construction de cette méthode d'évaluation qui a eu lieu sur 10 ans, donc c'est pas court, c'est un des messages à faire passer. Et ils vont un peu vous expliquer comment ça s'est fait, quelles ont été les questions motrices, quelles ont été les choses qui ont bien marché, les écueils, et où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle au cours du projet MARA. Donc je vais juste vous présenter les panels. Non, je les présenterai à la fin de l'introduction, en fait. J'ai une diapo avec leur nom, ce sera beaucoup plus facile. Du coup, je vais tout de suite passer la parole à Nathalie Barré du Seine-Occitanie, c'est elle qui va faire l'introduction parce qu'elle connaît beaucoup mieux le sujet que moi. Et donc, elle va faire l'introduction pendant 5 minutes qui va un peu vous dresser le tableau de ce dont on va parler pendant les 30 minutes suivantes. Ça marche oui. Bonjour à tout le monde. Donc, Nathalie Barré, je suis la chargée de mission Occitanie du pôle relais Lagune méditerranéenne. Donc, je travaille au Seine-Occitanie. Effectivement, je vais peut-être parler d'une histoire qui nous remonte, alors, il y a 10 ans en arrière pour ce qui est de la méthode d'évaluation d'état de conservation des lagunes, mais on peut dire presque 20 ans en arrière pour ce qui est du réseau. Et je remercie aussi donc les gestionnaires de ce réseau des milieux lagunaires qui sont déjà présents dans la salle, ceux qui sont aussi en distanciel. C'est un réseau qui est assez fort puisque voilà, depuis 20 ans en fait on a partagé, on a coopéré ensemble et je les remercie encore pour leur belle énergie ainsi que leurs partenaires techniques et financiers qui les écoutent, qui les soutiennent bien entendu. Donc le pôle Lagune c'est donc un réseau fédéré depuis 2001. Donc le pôle relais, lui, a été créé parmi 5 autres pôles relais. Et notre pôle relais Lagune méditerranéenne est composé de 3 structures en consortium. Donc le Seine, Languedoc-Roussillon à l'époque, a été en effet pilote donc, de cette méthode d'évaluation, mais il était copiloté aussi avec la Tour du Valat, qui est la structure siège porteuse du pôle relais, et l'Office de l'environnement de la Corse pour la région Corse, donc qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui. Donc on est 3 structures à travailler sur nos territoires littoraux, lagunaires, donc à travailler avec l'ensemble du réseau, la trentaine de structures animatrices des sites Natura 2000, plus les gestionnaires de ces sites qui sont associés à ces structures animatrices. Donc c'est un réseau qui coopère beaucoup sur le transfert de connaissances et le pôle Lagune est là pour fédérer, mutualiser de la connaissance, provoquer des journées d'échange, de formation pour aider à la montée en compétences de ces structures gestionnaires et animatrices. Donc c'est encore des choses qu'on retrouve dans le cas du Life Mara, où on a en effet un peu plus de soutien financier pour avancer sur la montée en compétences d'une méthode. Mais en fait, déjà, depuis, j'ai envie de dire 20 ans, on est structuré sur des réseaux de suivi physico-chimique pour ce qui est des lagunes qui sont justement en périphérie des grands plans d'eau. Donc il y a déjà beaucoup de choses de faites sur ces milieux-là, en plus donc de la gestion courante. Et nous, en fait, on a à cœur de relayer les bonnes pratiques, les retours d'expérience des gestionnaires, de faire des passerelles avec les structures scientifiques. Donc dans la construction en fait, de ce travail de méthode, en fait, on s'est appuyé sur quelque chose déjà existant. L'objectif était d'élaborer en effet une méthode qui puisse quand même être utilisable à l'échelle du site Natura 2000 parce que le rapportage biogéographique, en effet, le rapportage biogéographique est peut-être un peu trop global pour que le gestionnaire puisse s'en emparer. Il avait besoin de quelque chose d'un petit peu plus pratico-pratique aussi pour son site. Alors pour cette méthode, pour en venir au fait donc, de sa mise en place, elle a commencé donc en 2012. À l'époque, c'était Sonia Bertrand, qui est l'actuelle directrice du Seine Occitanie, qui a travaillé donc, de concert avec Fanny Lepareur du MNHN
et bien sûr l'Adréal Occitanie qui a contacté les autres DREAL, PACA et Corse pour dire voilà, le pôle va être pilote de cette action coportée avec le MNHN. Donc on a commencé en 2012, on a peaufiné la méthode en 2013 et derrière nous avons amorcé donc des tests qui ont commencé en 2013 avec un stagiaire, mais après très vite on s'est orienté vers un site pilote tel que les étangs palavasiens et c'est Julien Coca donc qui parlera de ça tout à l'heure, où en fait il y a eu un certain nombre de stagiaires de 2014 à 2015. Il a rendu un retour d'expérience sur le test de la méthode d'évaluation d'état de conservation des lagunes en 2016. Et à partir de là, en fait, on a rebondi sur ce rétex, je vais l'appeler comme ça, pour une V2 en fait du guide de la méthode d'évaluation d'état de conservation, donc qui a été rendu officiel donc 2018. Voilà pour ma part. Ça, c'est les diapos de Jules. Voilà, oui, on en parlera donc après pour ce qui est de la méthode. Donc dans le processus, bien sûr, Mara est arrivée donc en 2018 et donc derrière on a pu développer des fiches indicateurs avec un classeur technique qui est là et Katia nous en parlera également. Merci Nathalie pour l'introduction. Du coup, je vais présenter les panélistes et ensuite, en effet, on aura 2-3 diapos qui seront un peu présentes pour s'appuyer, sur lesquelles ils pourront s'appuyer pour étayer leurs réponses. Donc Nathalie Barré du Seine-Occitanie et du pôle Relais Lagunes, qui s'est déjà exprimée pour cette introduction, merci. Ma deuxième panéliste, Fanny Lepareur de l'UMS Patrinat. Fanny est chef de projet SNIEF à Patrinat, mais c'est l'ancienne chargée de mission Natura 2000 en mer qui a travaillé avec le pôle Relais Lagunes à la création de la méthode d'évaluation de l'état de conservation des lagunes sur les versions 1 et sur les versions 2. Donc elle nous en parlera. Julien Coca, qui était donc chargé de mission du ciel pour le test de la version 1 de la méthode, et qui est maintenant chargé de mission sur la stratégie de restauration des étangs palavasiens à Montpellier Méditerranée Métropole. J'ai bon ? C'est ça. Hélène Fabrega, qui était également chargée de mission au ciel pendant à un moment du déploiement de cette méthode, et qui est maintenant chargée de projet Occitanie, non pardon, pas du tout, je ne suis pas sur la bonne ligne, qui est animatrice au CIBLE, donc le syndicat du bassin du Lez, c'est ça ? Voilà. Et Katia Lombardini, qui depuis 2019 est chargée de mission PACA pour le pôle Relais Lagunes, basé à la Tour du Valat. Et donc Katia est très impliquée dans le déploiement de la version 2 de la méthode d'évaluation, et donc elle nous parlera vraiment des actions qui sont en cours, du coup portées un peu appuyées par le projet Mara. Du coup, on va, comme une table ronde, on va poser un peu des questions aux différents panélistes pour qu'on retrace un petit peu pourquoi on en est où on en est maintenant en 2021, comment ça a été amorcé et quelles ont été les étapes un peu clés pour construire cette méthode et en être au stade du déploiement. Quels sont les points clés, quels sont les écueils, comment tout ça s'est construit. Alors j'ai une première question pour Nathalie. C'est un peu pour que vous ayez une... Bon, ça continue l'introduction, pour avoir une idée un peu globale sur... à l'échelle des sites Natura 2000 qui sont accompagnés par le pôle Relais Lagunes, qu'est-ce qu'elles représentent les lagunes comme habitat ? Parce que dans les sites Natura 2000, il n'y a pas que les lagunes, il y a aussi d'autres habitats d'intérêt communautaire. Que représentent les lagunes et quels enjeux on peut trouver sur ces lagunes méditerranéennes ? Oui, alors je vais donner des gros chiffres, surtout quand ils sont toujours un petit peu en train de bouger. Mais je vais m'appuyer déjà sur le travail qu'on a pu réaliser avec la Tour du Valat cette année concernant les surfaces en fait en habitat lagune côtière 1150. Donc le travail récent va nous donner une estimation autour de 85 000 hectares de cet habitat sur la Méditerranée française. Donc on a bien pris les 3 régions en compte. Et vous imaginez que sur ces 86 000 estimés, bon, télédétection, donc il y aura sûrement il y aura des biais, on en reparlera plus tard, mais on a les 2 tiers qui sont aujourd'hui référencés dans les DOCOB en fait, concernant cet habitat. Voilà, donc ça donne un peu une idée
en termes de surface. Après, voilà, les lagunes, elles sont très diverses. Hein, ce sont, vous avez vu, des grands plans d'eau, il y a des profondeurs différentes, elles ont des salinités différentes, une connexion à la mer aussi différente. Donc c'est autant de milieux très changeants. On aura donc des paramètres qui vont être très fluctuants, donc pas forcément simple à évaluer voilà, d'un étang à l'autre. Donc il fallait une méthode qui soit assez, bon, on va dire suffisamment pragmatique pour que tout le monde puisse faire cette évaluation. Elles sont très diverses et elles sont surtout, elles ont beaucoup de pression. Enfin, donc on le sait par rapport au rapportage DCE, en prenant celui-là et le dernier, qui montre déjà qu'on a 85% voilà, des lagunes qui ne vont pas atteindre le bon état écologique d'ici 2027. Donc c'est quand même un chiffre fort. Et on sait que dans les pressions en fait, qui ressortent le plus, on en est encore à ces pressions de polluants, donc de pollution liée aux nutriments, à la matière organique, aux pesticides aussi. Enfin, donc on a 60% des lagunes 60% des lagunes qui sont touchées par cette pression-là et qui risquent de pas atteindre le bon état écologique d'ici 2027. Donc c'est une partie des choses. Il y a aussi l'atteinte hydromorphologique. Ça c'est l'autre côté, c'est qu'on a aussi 67% de nos lagunes qui ne vont pas atteindre le bon état aussi sur cette raison-là, sur cette atteinte hydromorphologique des lagunes. Donc il y a beaucoup de travail à faire, peut-être pour renaturaliser le bordure des lagunes. Enfin, donc il faut se poser les questions. On fait mieux sur certains aspects. Pour les pesticides, on a réduit la charge, mais on n'est pas encore à avoir un bon niveau, loin de là. Donc ce qui se passe sur nos bassins lagunaires, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau de l'urbanisation, eh ben, on retrouve voilà, le problème plus bas dans notre réceptacle lagunaire. Et donc, ces masses d'eau sont celles qu'on regarde en disant, mon Dieu, elles ne vont pas atteindre le bon état et c'est pire que les autres masses d'eau, milieux humides suivis par la DCE. Donc, voilà, on en est à cet état-là. Donc, après, mettre en place une méthode d'évaluation d'état de conservation, bien sûr, ça intègre des indicateurs, certes ceux qui sont de la DCE, mais d'autres qui vont prendre en compte, par exemple, l'aspect espèces introduites, hein, qui n'est pas pris en compte, en tout cas, ça ne ressort pas voilà, dans un SDAGE, et pourtant, un tiers des lagunes, en fait, sont touchées par des espèces introduites. Oui. Donc, ce sont autant de sujets, en fait, à prendre là, plus largement que les paramètres qu'on connaît de colonnes d'eau, de voilà, de qualité de sédiments. La méthode prend plus de choses en compte pour évaluer l'habitat. Merci Nathalie. Donc c'est vrai que tu as vraiment abordé des points importants. C'est vrai que les lagunes sont suivies par la DCE, mais pour une problématique de qualité de l'eau, alors qu'elles subissent d'autres pressions liées à d'autres activités, parce que comme tu dis, c'est un peu le réceptacle de ce qui arrive au-dessus. Donc oui, les espèces introduites, par exemple, c'est un indicateur de la méthode qui a été développée. Donc voilà, merci beaucoup, parce que du coup, on t'a adressé un beau tableau des pressions qui peuvent exister sur ces habitats. Donc les lagunes sont bien d'un habitat prioritaire pour la DHFF, au même titre que les herbiers de Posidonie. Ce sont les deux seuls habitats marins prioritaires pour la DHFF. Alors une autre question pour toi, tu as déjà un peu abordé le fait, c'est juste que comme ça va un peu lancer la suite, c'est qu'au démarrage de la construction de la méthode évaluation des lagunes, est-ce que c'est le pôle relais lagunes qui a lancé les hostilités ou est-ce que c'est une demande? Est-ce que c'est une demande de qui et pour répondre à quels besoins? Donc les besoins, on vient de parler des pressions, mais juste un petit peu préciser de qui venait la demande. Oui, plutôt des gestionnaires. C'est vrai qu'à l'origine, quand on en rediscutait, bon, Sonia n'est pas là pour le témoigner, mais c'est vrai que il y avait vraiment un besoin de connaissances sur les milieux lagunaires. On parle de ça donc dans les années 2010-2012. Les gestionnaires avaient quand même beaucoup d'informations, mais il manquait d'éléments sur lesquels s'appuyer aussi pour leur dialogue de gestion. Donc manque d'indicateurs, globalement, manque de méthodes pour pouvoir faire une remontée d'état de connaissances. Merci. Donc une demande des gestionnaires, relayée aussi par la DREAL. Alors bien entendu, les DREAL étant à l'écoute, à l'époque c'était Nabila Hamza qui nous a un peu lancé sur le sujet parce qu'elle avait connaissance en fait de méthodes nationales plutôt sur les milieux forestiers. Donc voilà. Donc c'est venu de fait. Il y a eu des discussions bilatérales entre DREAL et MNHN et bien sûr nous comme on avait déjà un rôle, nous Pôle Relais on avait un rôle donc de fédérer un peu les connaissances. On avait ce dialogue aussi en direct avec les gestionnaires. Donc voilà, c'est comme ça que les choses se sont imbriquées quand même. C'est plusieurs acteurs. Du coup, je vais passer la parole à Fanny Lepareur,
pour représenter du coup donc l'UMS Patrinat, qui était à cette époque-là le SPN, le service du patrimoine naturel, attaché au Muséum d'histoire naturelle. Et donc, brièvement, en fait, quel est le rôle de Patrinat, donc du SPN à l'époque, dans l'accompagnement des sites Natura 2000, et donc pour toi, des sites Natura 2000 en mer à cette époque? Donc bonjour à tous. Désolée, je m'excuse par avance, je ne suis pas en forme, donc ça risque d'être laborieux, mais je vais faire comme je peux. T'inquiète pas. Alors, surtout parler d'historique, donc 10 ans en arrière. Hein. Du coup, le ministère en charge de l'écologie, hein, via la direction le Haut Biodiversité, a mandaté en fait à l'époque le Muséum national d'histoire naturelle pour animer et organiser le rapportage donc de l'état de conservation des habitats à l'échelle biogéographique. Mais également, il y a une demande du ministère pour qu'on développe, enfin, à l'époque, donc, les méthodes d'évaluation de l'état de conservation des habitats à l'échelle des sites. On n'avait pas encore abordé trop les espèces qui sont listées dans la DHFF, aussi parce qu'il y avait une expérience au muséum à travers un travail qui était fini à l'époque, la rédaction des cahiers d'habitat. Donc c'était la suite logique. On nous a mandaté à l'échelle des sites pour rédiger les cahiers d'habitat, puis ensuite sur les méthodes d'évaluation de l'état de conservation des habitats, donc à l'échelle des sites. Donc ça, c'était le rôle qui nous a été assigné. Donc c'est vrai que la directive Habitat, dans la directive Habitat, il y a une obligation de résultats. Donc les résultats de l'évaluation sont rapportés. Donc, enfin, il y a un rapportage à l'échelle biogéographique, donc à travers l'article 17. Mais il y a également, donc, les résultats sont rapportés aussi à la Commission européenne à l'échelle des sites via les FSD, donc les formulaires standards de données. Par contre, on nous a laissé en fait la possibilité, donc ça c'est l'obligation de résultat, mais les moyens, comment on y arrive. Donc on nous a laissé le choix, enfin les États membres en fait, on pouvait décider comment établir en fait ces méthodes. Donc évidemment les États membres se réunissaient de temps en temps, même peut-être maintenant à travers les séminaires biogéographiques, mais il y avait quand même une liberté. Et du coup, nous, dès le début, on a pris le parti, en fait, donc de prendre cette méthode, donc comme toute science de la conservation, via la transdisciplinarité, donc c'est-à-dire dès le début, impliquer à la fois les gestionnaires, décideurs financiers, naturalistes, scientifiques, tout ça dans une co-construction, donc vraiment transdisciplinaire. Et c'est comme ça qu'on a commencé le travail. Voilà. Merci beaucoup. Donc du coup, on voit bien que le rôle de Patrinat, c'était vraiment de faire le lien entre l'expertise des scientifiques et le lien avec les gestionnaires, et donc un lien très direct avec le pôle relais Lagune. Le temps passe très très vite, du coup je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je voudrais que tout le monde puisse parler. Je voudrais juste, Fanny, une autre petite question, c'était juste de voir comment est-ce que vous avez un peu construit la méthode pour répondre aux besoins exprimés. C'est-à-dire qu'il y a eu des échanges avec l'Adréal, avec le pôle relais Lagune, et du coup comment ça s'est fait pour arriver au document qui était la version 1 de la méthode, rapidement? Oui, alors rapidement, en fait, il y avait 3 axes en parallèle, à l'époque surtout. Le premier axe, c'était réfléchir sur le cadre en fait, théorique, les concepts, parce qu'il n'y avait pas à l'époque en fait, de qu'est-ce que le concept d'habitat, le concept d'état de l'habitat, et aussi l'évaluation. Qu'est-ce qu'une évaluation? Donc tous ces concepts, donc on les travaillait ensemble avec mes collègues qui travaillent sur les milieux terrestres et aquatiques. Donc ça, c'était vraiment le cadre conceptuel. Donc on a rédigé une publication dans la revue d'écologie pour expliquer tous ces concepts. Donc ça, c'était le premier axe. Toujours en parallèle, donc il y avait, pour ce qui concerne les lagunes, il y avait des phases de terrain, mais des phases de terrain pour construire en fait les indicateurs. Il y a d'autres phases de terrain que mes collègues vous parlez juste après moi. Du coup, là, c'était des phases de terrain. Donc, il y avait à la fois des gens qui travaillaient sur le terrain, donc côté Atlantique et côté Méditerranée, qui discutaient entre eux. Hein. C'était des stagiaires qui, sur les scripts R. Enfin, voilà, il y avait une grosse discussion. Et le troisième axe très important, c'est en fait, ce travail a été rythmé par des comités de pilotage, des groupes de travail, à la fois sur la façade Atlantique et Méditerranée. Donc, le côté pilotage était donc assuré par le pôle relais légumes méditerranéen pour le côté méditerranéen. Et en fait, ça rythmait, il y avait des questions qui émanaient des deux façades ou des concepts ou du terrain. Et du coup, régulièrement, on posait des questions au groupe de travail, aux COPIL qui nous répondaient. En fait, il y avait un échange. En fait, ces 3 axes que je vous dis, concept,
construction et questions aux gestionnaires, aux scientifiques, etc. Tout ça, ça se répondait en fait, et c'est comme ça qu'on a avancé sur le sujet. Et vous êtes arrivé à ce beau document, donc, qui était la version 1 de la méthode d'évaluation qui est sortie en 2013. Donc merci beaucoup Fanny pour nous avoir éclairé un peu sur les méthodes de travail et sur le rôle du SPN de l'UMS Patrinat dans ces actions. Je vais passer maintenant la parole à Julien Coquet avec juste une question juste courte pour qu'on comprenne bien. Est-ce que vous étiez partie prenante, vous, du développement de la version 1 de la méthode ? Alors, du coup, pour le développement, donc avant mon travail, non, ça, en fait, c'est l'animatrice Natura 2000 du Ciel qui faisait partie des comités, justement, qui a fait partie certainement des gestionnaires qui ont fait remonter ce besoin-là, et après qui a participé à hiérarchiser pour choisir les étangs palavasiens comme site pilote. Mais par contre, ça a contribué à la création de mon poste en 2014, et du coup, pour arriver au test de cette méthode. Donc, du coup, vous êtes arrivé, vous avez déployé cette méthode sur le site des étangs palavasiens, qui était donc un des premiers sites pilotes. Et donc, eh bien, vous pouvez nous en dire peut-être 2 mots. Quel a été le retour d'expérience ? Quel a été les retours d'expérience et pour vous au niveau des sites et pour les copiles autour de la méthode ? Oui, déjà, donc, sur les étapes, peut-être on peut passer la diapo, on voit le territoire. Exactement. Donc sur les étangs palavasiens, le Ciel s'était saisi de l'opportunité pour déjà avoir une première entrée en matière, comme on a dit, sur les connaissances de cet habitat prioritaire qui est majoritaire, on va dire, en surface sur notre territoire, mais qui était l'enfant pauvre du premier document d'objectif du site. Donc c'était une première déjà opportunité de créer de la donnée. Après, ça a été la limite. 2014, on est arrivé, on s'est rendu compte que avec la création de mon poste en février, en mars, il y avait déjà plus d'eau dans la moitié des pièces d'eau évaluées, et que ça faisait partie du coup du retour d'expérience. Et ensuite, qu'au niveau des prérequis qu'il fallait pour mettre en œuvre un tel outil, en tant que gestionnaire, il nous fallait un gros travail de fond initial pour créer déjà les outils pour évaluer. Donc, gros travail de cartographie initiale, de travailler la base de données pour avoir une saisie facile. Il n'y avait pas d'outil de digestion. La V1, c'était une méthode qui était posée, mais qui n'était pas accompagnée donc de ces annexes pour saisir les données une fois qu'on allait sur le terrain, pour se projeter sur l'échantillonnage des sites et tout ça. Donc le retour d'expérience a participé à montrer du doigt un peu où est-ce que le gestionnaire était en limite de ses compétences et quels éléments il fallait. Donc du coup, ça a nécessité donc le travail de stagiaire pour essayer de dégrossir, parce que du coup c'était un petit travail de fourmi. Donc on a eu sur 2 ans, on a eu 4 stagiaires qui nous ont accompagnés sur les différents indicateurs. Et moi-même, je n'étais pas animateur de Natura 2000, je pense par rapport aux échanges de ce matin, c'est important de le préciser. Je venais un accompagnement de l'animatrice Natura 2000, qui, on a un site de 8000 hectares avec une seule personne pour animer cette démarche. Voilà. Après, en termes de résultats, déjà, nous, ça a été une prise de conscience des limites de nos connaissances et des besoins de mise à jour. D'où aujourd'hui mon poste est le fruit de ce constat-là. On est vraiment besoin de créer et animer l'interconnaissance à l'échelle du territoire de ces acteurs. Donc aujourd'hui, le Ciel qu'on évoque depuis tout à l'heure en fait, a été dissous dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle loi neutre, donc avec la GEMAPI, et la compétence récupérée par les différentes structures aujourd'hui, établissements de bassin ou les EPCI, donc les agglomérations. Et moi, je suis mutualisé à l'échelle des 3 EPCI, en fait, la métropole de Montpellier, mais aussi cette aglopole et Pays de l'Or. Donc en fait, le premier fruit de ce travail, ça a été d'identifier ce besoin, de créer le poste pour l'animer. Et ensuite, après, ça a permis de mettre une image et des mots sur des constats qu'on avait déjà, évidemment. Les liaisons à la mer, on sait très bien que nos 5 connexions à la mer, c'est des ports artificiels, des gros artificiels. Par contre, il était temps de le mettre sur une carte et de le pointer du doigt. On est traversé par le canal du Rhône à 7, pareil, c'est une autre pression, c'est une évidence sur le terrain, mais au moins ça nous a permis de mettre les acteurs devant le fait accompli de toutes ces dégradations cumulées, et malheureusement d'être un peu sur le podium des habitats les plus dégradés parmi les masses d'eau. C'est pas le podium sur lequel on aime être, c'est sûr. Merci beaucoup. Donc on voit bien qu'il a bien fallu déployer la méthode pour se rendre compte de ses limites. Mais également des gros avantages qui en découlaient, et notamment de pouvoir communiquer sur ces résultats, même si l'obtention des résultats et le retour d'expérience a montré qu'il fallait la faciliter parce que la première méthode était peut-être brute, et donc
la deuxième méthode est beaucoup plus, vous le verrez, plus accompagne mieux les gestionnaires. Enfin, la deuxième méthode, la version 2. Mais donc l'outil cartographique, l'outil tableau d'indicateurs peut être communiqué. Et du coup, je vais poser des questions à Hélène Fabrega en demandant comment est-ce que cette première évaluation, ces cartes, ces tableaux, comment est-ce qu'ils ont été perçus par les structures animatrices du site et les financeurs? Et à qui vous avez présenté ces résultats en fait, pour avoir des conséquences, comme Julien a commencé à l'aborder, par exemple, avec une des créations de postes sur ces thématiques? Bonjour à tous déjà. Pour répondre à l'ensemble de ces questions, donc juste un petit retour en arrière. Donc effectivement, les sites Natura 2000 des étangs palavasiens, c'est un site qui fait 6000 hectares, dont 4000 hectares de lagunes littorales. Ouais. Donc bien l'habitat d'intérêt prioritaire. Et sur ce site Natura 2000, bien sûr, est aux portes de l'agglomération de Montpellier d'un côté et de l'agglomération de Sète de l'autre, avec de fortes pressions aussi anthropiques qu'on a pu évoquer tout au long de la matinée. Et Nathalie l'a bien rappelé aussi tout à l'heure. Mais on a aussi l'avantage d'être un site qui mobilise fortement l'intervention foncière du Conservatoire du littoral, qu'on a aussi évoqué ce matin, et avec la présence de 4 principaux sites gérés effectivement par différents gestionnaires sur des zones humides périphériques aux lagunes. Donc je vais en citer très rapidement quelques-unes. Donc on a les sites du Marais du Méjean au nord de la lagune du Méjean. On a également le site des salines de Villeneuve-les-Maguelones qui est représenté aujourd'hui par les gestionnaires, ou encore le site du Bois des Aresquiers ou des anciens salines Frontignan qui sont aussi considérés comme des lagunes au titre de la DHF. Donc du coup, on n'est pas tout seul en termes d'animation du site Natura 2000. Ah, on a un petit appel, je ne sais pas si ça concerne le sujet. Vous avez encore le temps. Du coup, voilà, l'objectif aussi, c'est de travailler en partenariat avec les gestionnaires de ces sites-là et de leur faire remonter aussi cette méthode pour qu'elle soit aussi potentiellement applicable sur les sites de gestion. La difficulté par rapport, on va dire, au rapportage des conclusions, effectivement, de l'application de la méthode, c'est, vous le voyez sur la diapositive, c'est du orange, du rouge et quelques taches vertes, en sachant que l'ensemble des indicateurs, en fait, qui sont utilisés, donc il y en a une 12 je crois, sur la méthode, c'est souvent des indicateurs qui conduisent à une dégradation des notes. On a très peu, en fait, nous, d'indicateurs qui nous permettent de rester à la note 0, qui correspond, en fait, à un bon état, on va dire. Et on arrive assez rapidement à des dégradations des notes, et notamment... je vais en prendre quelques-uns, mais un indicateur qui est assez simple à mesurer, c'est l'état des berges. Et effectivement, Julien l'a évoqué tout à l'heure, rien que la présence du canal du Rhône à Sète, on la voit très bien sur la photo à droite, où toute la berge en fait sud de cet étang-là est une berge totalement artificialisée et qui correspond à un état dégradé de la berge. Donc comment effectivement expliquer à l'ensemble des partenaires, donc la méthode a été restituée, enfin les résultats de la méthode au sein du comité de pilotage Natura 2000 et au sein d'un comité consultatif donc, qui lui réunissait l'ensemble des acteurs du territoire à l'échelle des étangs palavasiens. Donc on avait autant des usagers, on a évoqué tout à l'heure les pêcheurs petits métiers, que les agriculteurs et l'ensemble des gestionnaires ou des services de l'État autour de ce comité consultatif. Donc c'est des personnes qui participaient depuis des années effectivement à la gestion et à la mise en place d'actions de restauration ou de préservation. Donc c'est vrai que présenter une carte, on va dire, totalement rouge et orange, c'était un défi, voilà, c'était une difficulté et un challenge, on va dire, pour leur expliquer pourquoi on en arrivait à ces cartes-là, et que finalement ça nous permettait effectivement quand même de faire prendre en considération un peu de l'urgence aussi à mettre en place une réelle stratégie sur cette question de restauration de l'état de la lagune. D'accord, donc une communication assez large autour des structures gestionnaires et animatrices.
Donc, comme Julien l'avait évoqué, ça a notamment permis ensuite d'aller peut-être sur d'avancer sur la stratégie de restauration des lagunes. Alors, on est très juste au niveau du temps. Vous parlez tous beaucoup. C'est très intéressant et je suis très contente. Mais je crois que tout le monde va avoir très faim après. Du coup, je voudrais juste revenir pour maintenant aborder l'avancée vers la version 2. Parce que donc, vous avez fait, Julien, vous avez fait ce retour d'expérience avec les structures gestionnaires. En parallèle de ça, la dynamique, elle ne s'était pas arrêtée au pôle relais Lagune. Il y avait toujours un travail en cours en lien avec l'UMS Patrinat. Du coup, la version 2, l'initiative, elle venait de qui? Alors, je ne sais pas si c'est Julien ou peut-être Nathalie qui peut répondre très rapidement. Tu peux prendre le micro. Très, très, très brièvement. C'est une transition qui, à ce moment-là, oui, il y avait eu un petit peu de flottement, mais en fait, quand Julien a pu rendre son retour d'expérience, on parle de 2016, il a fallu le temps derrière un peu de s'organiser, de nouveau avec l'Adréal, qui nous a dit, bah oui, il faudrait rebondir et refaire donc une V2. Voilà. Donc, en fait, c'est là qu'on a demandé à l'UMS Patrinat d'avoir une vacation qui est arrivée en 2018, hein, mais on parlait de ça avec Thibaut Bettini en fin 2017, donc je vous dirais, voilà, bon. C'est vite passé, mais 2018 effectivement c'était la période donc de la vacation qui a permis de mettre à jour en fait cette V2 et puis après donc ce que je disais tout à l'heure c'est que le live est arrivé à peu près à cette période-là et on a pu rebondir sur la suite et je pense que c'est Katia qui voilà. Donc cette V2 a été publiée en fin 2018-2019 donc toujours en lien avec Fanny Lepareur en prenant en compte le rétexte donc avec une volonté peut-être d'être un peu plus didactique et donc Katia. Maintenant que la V2 a été publiée, ça a donné lieu également à une publication que tu peux même nous montrer. Et donc un classeur de fiches techniques, elle va nous montrer. Une question sur ce déploiement, c'est, pour prendre un peu de hauteur, on va dire, c'est de quoi a-t-on besoin pour que ce déploiement soit efficace à large échelle, à l'échelle de la façade? De quoi a-t-on besoin? De quoi avez-vous besoin pour permettre un déploiement sur plusieurs sites et sortir de l'aspect site pilote? Oui, alors bonjour à tous. Effectivement, on en est au déploiement, donc la stratégie, c'est vrai que le Live Mara a été vraiment une réelle plus-value pour nous parce qu'on avait une méthode qui était finalisée, une première méthode qu'on a pu mettre à jour avec les retours d'expérience de quelques gestionnaires. On avait surtout, et ça c'était l'ingrédient le plus important, comme l'a répété ma collègue Nathalie, on avait vraiment un réseau de gestionnaires qui avaient vraiment envie de mettre en place, de déployer cette méthode. Or là, il nous manquait, avant le Live Mara, vraiment une source financière pour orchestrer tout ça, pour mettre à jour, avoir une version 2 de la méthode, suite au retour d'expérience et à l'avis aussi de quelques experts. Réaliser un classeur de fiches techniques qui est là. C'est vraiment un outil pragmatique de terrain qui permet de faciliter la prise en main de cette méthode qui comporte 12 indicateurs. Donc, ce n'est pas facile de prendre 12 indicateurs en main. Et surtout, on avait besoin de financement pour mettre en place des formations pour renforcer les compétences des animateurs Natura 2000 et des gestionnaires pour prendre en main cette méthode, pour évaluer l'état de conservation de la lagune. Et donc pour identifier des solutions pour tendre vers une amélioration de cet habitat. Donc le Live Mara, ça nous a vraiment permis d'amorcer cette réflexion de déploiement à une large échelle et d'avoir le temps donc, de faire des formations, avoir le temps de demander aussi des financements à l'OIB pour mettre en place quelques indicateurs, démarcher les DREAL qui participent activement à ce projet, je le répète. Et voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que mettre en place une méthode d'évaluation, demander à un animateur, un gestionnaire de mettre en place une évaluation, une méthode, c'est assez lourd en fait s'il n'y a pas de financement prévu au titre de la convention d'animation. D'autant plus qu'un animateur, un gestionnaire peut avoir plusieurs habitats d'intérêt communautaire à évaluer. Donc ça nous a vraiment permis de donner un coup de pouce. On a bien réfléchi, il a fallu réfléchir en concertation avec tout le monde parce que ce qui est important, c'est qu'avec le Live Mara, on était toujours, et on l'est actuellement, dans la co-construction du projet avec tous les acteurs. Donc on a réfléchi à une stratégie, la meilleure stratégie pour déployer à large échelle cette méthode. On en est arrivé à questionner, en fait on a diffusé une enquête pour demander
à tous les animateurs et gestionnaires de sites lagunaires quelles étaient leurs possibilités déjà à mettre en place cette méthode. Et suite aux résultats, on a réfléchi à différentes stratégies par région. C'était pas la même en Corse, pas la même en PACA et en Occitanie. Donc on a décidé d'accompagner les gestionnaires animateurs avec des projets mutualisés. En Corse, la stratégie a été différente. On a choisi plutôt de déployer la plupart des indicateurs sur des sites où on n'avait pas de tout ou très peu de connaissances. Et voilà, donc quand je parle d'études mutualisées, c'est important parce qu'on parle de l'argent public, donc ça permet de faire des économies. Un projet mutualisé, c'est un seul cahier des charges, un seul prestataire, une seule commande. Voilà. Pour le moment, on a mis en place 2 études mutualisées à l'échelle de la façade. C'est l'étude de la surface d'herbier en Occitanie et PACA, car la surface d'herbier, c'est un des indicateurs de la méthode et ça traduit vraiment le fonctionnement général de la lagune. Et on a réalisé, grâce à un stage de 6 mois, grâce au financement MARA, une cartographie de ces habitats lagunaires. Car quand on demande d'évaluer une surface, il faut déjà en connaître les limites. Voilà. Merci beaucoup, Katia. C'était très complet. Donc on voit bien que quand la question que je posais, c'était de quoi a-t-on besoin pour un déploiement efficace à large échelle, du financement et du temps. C'est une réponse un peu bateau, mais qui est très importante quand même à mettre en exergue, et notamment pour la formation, pour la montée en compétences. Et également un point que je relève, c'est l'économie d'échelle en faisant des études mutualisées, pour pas que chaque site ait à faire sa demande de marché, exactement ce que tu as dit, c'est vraiment très important. Je vous remercie tous, ça fait déjà plus d'une demi-heure que nous discutons de ce beau sujet. À vous tous, je pense qu'on a bien dressé le tableau de ce qu'il faut pour qu'une méthode comme ça puisse être déployée. On peut quand même rappeler le calendrier en disant que ça a commencé il y a 10 ans, qu'il y a une structure animatrice avec le pôle Relais Lagune, que les scientifiques étaient impliqués, le muséum avec l'UMS Patrinat était impliqué, les gestionnaires. Donc voilà, c'est vraiment un jeu à large échelle, complet, qui demande du temps, et on a des beaux résultats, et on en aura encore des plus beaux à la fin du Life Mara, que le pôle Relais Lagune vous présentera, j'en suis sûre. Merci beaucoup. Du coup, on a 10 minutes pour les questions. On va commencer par les questions en distanciel, comme ça on laisse une chance de s'exprimer aux personnes qui nous suivent à distance. Alors, est-ce que tu as un micro? Tiens, peut-être Katia, si tu peux donner ton micro à Thibaut. Thibaut de Bettini, qui a gentiment relevé les questions qui étaient sur le chat, et qui du coup on peut nous en citer au moins une pour le moment. Alors, bonjour à tous. Moi, j'en ai une qui était un point d'information un petit peu de Kevin Bergeron, du coup, d'un site Natura 2000, l'embouchure de l'Argin, qui disait que l'importance des fiches actions terrain pour permettre de mutualiser en fait les évaluations. Donc ça, vous l'avez dit, c'était à travers le classeur, il le mettait en avant. Et il y avait une question un petit peu plus de comment ça se traduit après en termes de réglementation des pratiques, à partir du moment où on va avoir ces 12 indicateurs qui ressortent. Il y avait l'aspect de faire comprendre aux gestionnaires ce que ça veut dire derrière l'indicateur, mais comment ça se traduit après au niveau local. Est-ce que vous avez des exemples Je pense que peut-être Julien ou Hélène peut répondre. Et c'est tout, voilà. Merci. Ouais. Un exemple concret, du coup, ça a mis en avant pour certains porteurs de projets certains enjeux, notamment que le canal du Rhône A7, VNF s'est saisi des premières conclusions en se disant qu'il fallait qu'il mène une étude de faisabilité sur des solutions de génie écologique pour pas résorber son ouvrage dans le court terme, mais au moins l'habiller avec des solutions qui le rendraient plus intégré au site, et notamment en se basant sur les indicateurs de la méthode. Donc, la nature des berges et les connexions, les liaisons hydrauliques qu'il peut y avoir. Donc c'est vraiment au cœur d'une étude en cours portée par un des acteurs du territoire. Donc des actions concrètes qui découlent de ces évaluations. Merci. Donc pas d'autres questions à distance, donc la parole est à la salle. Si vous avez des questions, sachant que ces questions seront aussi développées lors d'ateliers cet après-midi et demain, mais tout le monde ne sera pas forcément présent. Par exemple, Julien Coca ne sera plus avec nous. Voilà. Donc, si vous avez vraiment des questions, allez-y maintenant, et puis on pourra toujours développer en atelier plus tard. On a Fabrice.
J'avais juste une question un peu technique. Est-ce que vous avez finalement des cartographies qui se sont suivies suffisamment pour voir si l'herbier bougeait ou pas? Parce qu'on sait bien que dans les étangs, on est sur des herbiers qui sont beaucoup plus mobiles, puisqu'il n'y a pas vraiment de matte en dessous. Et voilà. Parce que ça joue évidemment sur le temps et l'évaluation finalement du temps qu'il faut se donner entre deux cartographies. Ah ben non. Vous m'entendez? Oui. Alors justement, on n'est pas rentré dans le détail, mais du coup sur la note que vous avez vu passer, ne reflétait pas l'intégralité des indicateurs, notamment l'indicateur surface herbier. À l'époque, à l'échelle des étangs palavasiens, l'inventaire n'était fait que sur un tiers des surfaces, et du coup cet indicateur n'a pas été pris en compte dans la note. Par contre, il fait partie du retour d'expérience, et derrière on a cherché des moyens, des méthodes pour essayer d'avoir enfin cette V0, et donc aujourd'hui c'est le cible qui est en train de s'engager sur un inventaire grâce aux outils de télédétection, plus l'appui du conservatoire du botanique pour mettre à jour cette première couche, cette V0. Mais c'est vraiment toute la problématique de cette évaluation de l'état de conservation, c'est qu'il faut définir la V0. Et l'indicateur surface, c'est pareil, vu que c'était 2014-2015, c'était la première fois qu'on le faisait, les surfaces, il a fallu choisir si on prenait les surfaces de 2014 ou si on partait en arrière pour dégrader. Donc aujourd'hui, il y a toute cette question de V0 qui est vraiment très pertinente, et c'est vraiment le renouvellement, la réévaluation, voir les pas de temps qu'on se fixe sur ces indicateurs qui donnera, comme pour la DCE, des vraies dynamiques de restauration, en tout cas des décisions concrètes. Oui, merci. Et si je peux compléter, mais Nathalie ou Katia pourraient le dire même moi, c'est que l'indicateur surface d'herbier est l'indicateur qui est maintenant mis en œuvre de façon mutualisée sur plusieurs sites, sur 8 sites de la façade, avec l'appui du Life Mara. Donc voilà, il y a IC qui a commencé à travailler pour 3 ans via des méthodes dont je ne parlerai pas parce que je vais dire des bêtises, qui va travailler à produire des cartes sur les 8 sites à jour des herbiers dans les lagunes. Je me permets une petite remarque aussi sur... en fait, on a... Bon, tant pis. Mais sur l'évaluation de l'état de conservation, on a quand même beaucoup de remarques régulières aussi sur le fait qu'aujourd'hui, on est en train de caler l'évaluation de l'état de conservation d'habitats lagunaires qui, dans 20 ans, seront des baies. Et il va sûrement falloir aussi poursuivre un petit peu cette évaluation, mais d'une manière assez originale, puisqu'on va passer d'un habitat à un autre habitat complètement différent, avec souvent des choix de gestionnaires qui ne seront pas faciles à faire. Est-ce qu'il faut choisir la roselière à buteur étoilé ou l'herbier austère? Est-ce qu'on bloque l'élévation du niveau marin et la montée des eaux marines dans les lagunes ou pas? Et avec des indicateurs qui vont sûrement devoir se transformer complètement dans les 10, 15, 20 ans. Je ne sais pas si vous avez commencé à le prendre en considération. Donc c'était aussi un peu un des messages suite à l'évaluation de la première méthode, c'était aussi d'anticiper cette question aussi et d'accompagner un peu notre territoire dans cet enjeu changement climatique, puisque bon, tu l'as dit sans le nommer, mais c'est un peu cette question-là. Donc effectivement, il y a plusieurs cadres dans lesquels effectivement on commence vraiment à s'impliquer dans cette réflexion-là. Mais effectivement, dans le cadre du travail, alors je parle pour toi, mais dans le cadre de tout le travail autour de la stratégie de restauration des lagunes, cette question-là est omniprésente. Et effectivement, c'est un des leviers aussi qui est systématiquement abordé. Quand on parle de restauration, c'est à quelle échelle de temps et toujours dans cette perspective d'évolution des milieux. Voilà. Merci. Et si je peux me permettre de compléter du coup à l'échelle des guides d'évaluation, c'est vrai qu'on aura peut-être une V3 dans quelques années sur lesquelles, s'il y a toujours les financements, mais s'il y a, voilà, c'est vrai qu'en effet, il faudra qu'on prenne en compte l'évolution des habitats, mais de manière assez générale, les impacts du changement climatique sont assez difficiles à évaluer dans des évaluations d'état de conservation, parce qu'on a parlé de problèmes de T0, mais c'est ça en fait. Voilà. Donc il faut déjà faire un bon état des lieux maintenant, et ça nous permettra peut-être d'être plus
convaincant dans quelques années pour montrer que ça change très très vite. Si je peux me permettre, du coup, voilà, c'est vraiment un vrai outil de la décision qui doit évoluer dans le temps et persister pour être pertinent, et qui permet de, voilà, notamment sur l'enjeu changement climatique, de faire vraiment de nourrir le porté à connaissance et de faire relativiser. Enfin, voilà, on parle de perte de surface de lagune. Demain, changement climatique, ça sera aussi une acceptation de l'évolution d'un territoire, parce qu'on le confronte en disant, en fait, depuis 50 ans, au regardait l'état de conservation, selon l'indicateur qu'on a pris, on avait perdu ces surfaces avant, on a juste un retour de ces habitats. Donc c'est vraiment important d'y passer du temps. En amont pour établir les prérequis pour évaluer l'état de conservation, beaucoup de temps sur l'évaluation en elle-même, et ensuite beaucoup de temps pour interpréter et digérer à différentes échelles les résultats. Au final, on se rend compte que c'est... Aujourd'hui encore, on est encore en train de ressortir nos résultats d'il y a 3 ans pour se dire cette information, on peut encore la réinterpréter de telle manière. C'est vraiment un travail à s'approprier. C'est un outil de rapportage d'état des milieux, mais aussi un outil de travail pour le gestionnaire au quotidien, qu'il faut vraiment ne pas négliger le temps de travail après l'évaluation. C'est vraiment important pour le gestionnaire en tout cas. Merci. Oui, alors une question. J'ai une question sur l'indicateur qui a été présenté. En fait, on voit sur cette carte-là donc du rouge et du orange qui dominent largement. Et si j'ai bien compris, sur la diapo suivante, il était mentionné qu'il y avait 42% qui étaient en état plutôt favorable. Voilà, ici. Et donc, en fait, ma question, c'est si on regarde la carte, si c'est bien sur la même base, hein, oui. C'est le cas. Donc, si on regarde la carte, on n'a pas du tout cette impression des 46%. Et en fait, alors pourquoi bon, il y a sûrement une réponse à ce. Mais en tout cas, mon point, c'est selon l'indicateur qu'on présente, on ne va pas du tout avoir les mêmes. Si on présente un indicateur spatial, en considérant que les deux sont bien les mêmes, qu'il y a une cohérence entre les deux éléments, ou si on présente un indicateur en termes de ratio, ça ne suscite pas forcément du tout les mêmes réactions. Donc je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, parce que c'est aussi une manière d'intégrer cette question des indicateurs dans les processus de décision. Oui, du coup, tout à fait. En tout cas, en termes par rapport à nous, l'usage qu'on en a fait, en fait, les visuels que vous avez, c'est l'agglomération des 8 ou 9 indicateurs sur les 12 qu'on a pu réaliser à l'époque. Donc, c'est vraiment la note, le rapportage. Donc, si on fait un rapportage général sur l'état, la note, on retrouve cette carte-là qui est corrélée au tableau qui est à côté, en fait, et qui donne ensuite la note totale à l'échelle du site. Et du coup, l'interprétation des données, déjà, à cette échelle-là, c'est est-ce qu'on parle de tous les indicateurs à la fois, donc la note totale de la pièce d'eau, est-ce qu'on parle la note du site Natura 2000, ou est-ce qu'on parle des notes par pièce d'eau. Et donc là, on voit un delta en termes d'interprétation et de rapportage qui peut être nuancé à tous les degrés, et qui est vraiment, c'est pour ça que je dis, la donnée après ne peut pas vivre sur un territoire, c'est juste un rapportage de notes finales. Il faut vraiment derrière décortiquer. Donc en fait là, c'est juste un extrait d'une présentation qui a été faite en comité consultatif, donc à tous les acteurs. Et en fait, les diapos qui suivaient lors de ces présentations reprenaient indicateur par indicateur avec des focus par territoire, le détail pour que les acteurs puissent interpréter qu'est-ce que veut dire cette notion de rouge, d'orange, de vert. Est-ce qu'il y avait des biais, parce qu'on était sur une V1. Donc c'est vraiment un travail comme de fourmi de tout décortiquer, en fait, déficeler le rendu. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Sur la diapo justement que vous évoquiez, celle juste d'après, voilà, où on voit effectivement, on a quasiment 400 pièces d'eau effectivement sur le site, donc avec une très grosse hétérogénéité des surfaces. Donc quand on parle en nombre de pièces d'eau, effectivement, on en a 46% en bon état, mais on les voit très peu sur la carte finalement parce que c'est les plus petites. Mais en surface, on voit bien que finalement, on n'a que 4% de ces surfaces qui sont en bon état. Donc, c'est ce que disait Julien, c'est selon la façon dont on va présenter les résultats, ça permet de pondérer voilà, les choses. Voilà, donc, c'était ça qui était mis aussi en avant, c'était attention, il faut être vigilant et il y a un temps vraiment à prendre de réflexion de comment on interprète et on va présenter aussi ces résultats-là. On va dire, il ne faut jamais décorréler les cartes des explications qui vont avec, sinon c'est tout rouge et ça fait peur. Oui, puis ils n'ont pas la main de la même manière. Il faut que tu prennes. Ouais. Oui, puis les gestionnaires de zone humide n'ont pas la main de la même manière sur un grand plan d'eau réceptacle qui reçoit les eaux de bassin versant et puis les pièces d'eau à côté, de lagunes temporaires ou les petites lagunes permanentes qui sont sur le pourtour du grand plan d'eau.
ils ont peut-être plus la main sur la gestion. Enfin, du coup, le discours est forcément aussi un peu différent en termes d'approche de ce qu'on peut faire réellement pour le changement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être, ça va être la dernière, je pense. Oui. Bonjour, Benjamin Viel de l'association Aileron et du comité de coordination collective JMER. J'avais une question parce que vous avez dit que notamment certains paramètres faussaient les mesures quand c'était par exemple des traits de code modifiés. Est-ce que du coup il y a prévu des travaux pour les rendre naturels ou alors au contraire on va les juger différemment pour que la note reprenne, puisque si ça a été modifié, ça doit être qu'il y avait un but précis, et donc dans ce cas-là, changer sa valeur, son paramètre. Je pense que c'est le cœur même de la question, et aujourd'hui on a eu des changements de gouvernance de territoire, et aujourd'hui ça va être le cible qui va porter le nouveau document d'objectif et la réévaluation avec la V2, du coup la bonne version, et c'est ce qui va... Demain, ça va nourrir en fait les fiches actions sur l'habitat prioritaire lagune seront le résultat en fait de ces indicateurs-là. Et de l'autre côté aussi, le pendant à préciser, c'est que pour les financeurs aussi, les actions, j'évoquais tout à l'heure le canal du Rhône à 7, mais aussi mon poste, aujourd'hui financé par Agence de l'eau région des cofinancements, qui sont basés sur l'argumentaire qui a été amené par ces fiches-là. Donc ça sert aux gestionnaires pour pré-identifier ces programmes d'action, mais ça rassure aussi les financeurs et décideurs derrière sur le montage des fiches. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va vraiment être de pouvoir se dire, bon là on va être sur une vraie V1 avec une vraie évaluation avec la bonne méthode à partir de l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais c'est se dire après, l'objectif c'est que dans 5 à 6 ans, quand on va faire une nouvelle réévaluation, il faudra qu'on ait mis des curseurs du bon côté. Sinon, si c'est juste pour constater des dégradations, c'est pas très, très jouissif comme exercice. Après, en parallèle, je pense que on connaît un peu tout ça sur nos sites ou nos bassins versants. On a quand même aujourd'hui une convergence vers des projets de restauration de milieux, et notamment de restauration hydromorphologique, que ça soit sur le bassin amont, en amont des lagunes littorales, ou autour des lagunes littorales avec le projet de restauration des lagunes. Donc on espère effectivement que pour la mise en application de la V2, on n'aura pas forcément le résultat d'ores et déjà, je pense, oui, ça sera peut-être même plus rouge. Non, mais de temporalité. Par contre, oui, effectivement, sur une V3, on aura entre-temps connu des projets de restauration ou d'amélioration sur certains indicateurs, on l'espère. Donc, on est quand même optimiste, effectivement, pour la mise en œuvre de certains projets de restauration de certains indicateurs. Mais on va prendre l'exemple des gros artificialisés. Aujourd'hui, il y a quand même peu de chances qu'on rende naturel aujourd'hui des gros qui sont des ports de plaisance essentiellement sur notre secteur. Merci beaucoup, et ça sera le mot de la fin de la table ronde. Donc merci beaucoup à vous 5. Et sur le sujet, il y aura donc des ateliers cet après-midi et demain auxquels nous continuerons à réfléchir aux étapes indispensables pour mettre en place une méthode en se basant sur l'exemple de celle des lagunes, mais que là, on voudrait voir, qui pourrait être adaptée à d'autres habitats. Merci beaucoup, et peut-être Merci Alain, beaucoup, voilà. Katia, Hélène, Julien. Merci Fanny, merci Nathalie, merci Juliette et Thibaut.